Donc, je vous remercie d'assister à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de l'envoi de campagnes emailing pendant les périodes de forte pression commerciale. En effet, on arrive en fin d'année. Après, il y a la période des soldes. En général, beaucoup d'entreprises envoient beaucoup plus de mails que d'habitude. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes pour maintenir quand même une bonne délivrabilité. Donc, moi, je suis Loïc Bressler, je travaille pour la société Ediware. Nous sommes routeurs emailing. On édite une plateforme d'envoi, une plateforme de routage, et on intervient aussi sur de la formation et du conseil autour de l'email marketing. Je vous explique un petit peu comment ce webinaire va se dérouler. Donc, on va d'abord lister les différentes périodes à risque. Ensuite, on verra quel comportement adoptent les internautes quand ils sont submergés d'emails. Ensuite, je vous donnerai quelques pistes pour trouver la bonne cadence d'envoi, le bon rythme d'envoi. Et enfin, on parlera de la thématique des fêtes de fin d'année, des périodes de forte pression commerciale et de l'hygiène des bases, de l'hygiène de vos listes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les listes les plus performantes possibles. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Il y a Géraldine, ma collègue, qui est dans la salle, qui pourra répondre à vos questions. J'essayerai également de répondre à vos questions au fur et à mesure. Par contre, si j'en rate quelques-unes, je reviendrai à la fin sur les questions que j'ai ratées pour vous répondre plus précisément. OK. Donc déjà, on va lister les périodes de forte pression commerciale. En général, c'est des périodes un petit peu plus à risque. Donc il y a de plus en plus d'occasions d'envoyer des emails. Ces dernières années, on en a de plus en plus. On a plein de prétextes, plein de nouveaux prétextes pour envoyer des offres spéciales. Donc on a les soldes, bien sûr, on a le Black Friday qui est apparu, on a les ventes privées, on a les ventes flash, les différentes fêtes, fête des mères, fête des pères. On a de plus en plus d'occasions d'envoyer des emails. Et il faut essayer de trouver le juste milieu pour ne pas lasser le destinataire et trouver le bon moment pour envoyer. Alors, pour trouver le bon moment pour envoyer vos emails, il y a quelques points à retenir. Donc, on a cherché des études en préparant ce webinaire. Pour Noël, on a 55% des internautes qui n'ont pas terminé leurs achats de Noël 2 semaines avant le jour J. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs de dernière minute, même sur Internet. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à mettre un décompte, à mettre par exemple J-7, J-5, et à bien préciser livraison garantie avant Noël, si c'est le cas, si vous pouvez assurer la livraison. On voit souvent des emails du type dernier jour ou avant-dernier jour pour commander et être livré à temps pour Noël. Au niveau des vacances et des jours fériés, donc dans le cas des boutiques pour les particuliers, c'est plus un moteur qu'un frein. On a autant de commandes les jours fériés et les vacances que le reste du temps, tout simplement parce que les gens ont un petit peu plus le temps de s'en occuper. Ils ont plus le temps de s'en occuper, de surfer sur Internet, de faire les achats. Un petit aparté, les boutiques en B2C, enfin les mails de boutique B2C, de e-commerce B2C, partent beaucoup en fin d'après-midi, tout simplement parce qu'il y a un pic de vente en général entre 17h et minuit. Donc il y a la FEVAD qui fait une étude là-dessus sur les heures d'achat en e-commerce qui est assez intéressante. Donc on a beaucoup de commandes, beaucoup plus de commandes en fin d'après-midi. Et ce qui est à noter, c'est que le dimanche est un jour comme les autres au niveau des commandes en e-commerce. Donc ça vaut le coup d'envoyer plutôt en fin de journée et de ne pas arrêter d'envoyer le week-end. Sinon, autre petit détail, on a beaucoup plus de ventes qu'avant qui se finalisent sur mobile. Donc les gens ne font pas que surfer sur leur mobile, ils vont jusqu'à la finalisation de l'achat. Donc c'est de plus en plus primordial d'avoir des mails responsives, déjà d'avoir des mails qui s'affichent correctement sur mobile et sur tablette. Et également d'adapter ces appels à l'action pour qu'ils soient le plus visibles possible sur mobile. On va mettre des appels à l'action du type j'achète maintenant. Voilà, des appels à l'action qu'on ne peut pas rater, qui utilisent bien un verbe d'action, qui disent bien ce qui va se passer quand les gens vont cliquer dessus. Alors, je vois qu'il y a une question. On va aborder aussi bien le B2B que le B2C. On va vraiment aborder les deux. Il y a beaucoup de choses qui sont communes aux deux. Et il y a quelques petites spécificités, notamment au niveau de la délivrabilité. Donc ça, je vais en parler. Les deux grosses spécificités, enfin les deux grosses différences entre B2B et B2C, ça va être les moments d'envoi. Les moments d'envoyer, voilà, est-ce qu'on envoie le jour, le soir, le week-end. Donc ça, je viens d'en parler un petit peu. Tout ce que je viens de dire là sur les moments d'envoi en fin de journée et le week-end, bien entendu, c'est pas valable pour le B2B, ou alors ça dépend pourquoi. Et il y a des petites différences au niveau de la délivrabilité.
Les FAI, les fournisseurs de messagerie grand public, ne gèrent pas comme les messageries d'entreprise. Alors attention quand même aux différences. Le B2B, notamment vers les petites moyennes entreprises, est de plus en plus traité comme le B2C, tout simplement parce qu'avec les terminaux mobiles, de plus en plus de professionnels regardent leurs emails le soir chez eux, regardent leurs emails le week-end. Donc la différence entre les deux est vraiment de plus en plus ténue. En tout cas, pour tout ce qui est mail informatique, bien sûr, pour tout ce qui est e-commerce B2B, les gens vont avoir plus tendance à commander au bureau. Alors, partie suivante, donc les gens sont de plus en plus submergés d'emails, sont de plus en plus reçoivent de plus en plus de mails. Et chez les e-commerçants, les périodes de fin d'année représentent en général entre 20 et 30% des ventes annuelles. Ça, c'est une étude LSA. Donc, pour se différencier dans tout ça, il faut que chaque email soit justifié, soit un petit peu légitimé. Alors, pour ça, on peut procéder par étapes, en commençant déjà à mettre en avant les produits qui ont une valeur ajoutée vraiment certaine. Par exemple, la nouveauté, les baisses de prix, la qualité du produit, le stock limité. Et une fois qu'on a assis la légitimité de l'offre, de l'email, on va proposer dans un second temps une incentive. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une livraison gratuite. Donc il ne faut pas hésiter à justifier et ensuite à vraiment pousser l'offre pour que les gens aient l'impression que l'envoi de mail est légitime. Il y a également la personnalisation qui peut permettre d'augmenter les taux d'ouverture. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais l'idée à retenir, c'est que la personnalisation peut augmenter le taux d'ouverture entre 5 et 10%, et également le taux de clic. Donc par rapport à un mail qui est personnalisé, à un mail qui ne l'est pas, si la personnalisation est bien faite, on peut vraiment avoir un beau gain d'ouverture ou un bon gain de taux de réactivité. Alors attention à la personnalisation, il faut qu'elle soit bien faite. Il ne s'agit pas de mettre le nom de la société dans l'objet, parce que ça a été trop vu, ça ne sert plus à rien. Ça va plutôt être le corps du message qui va être personnalisé. Mais il faut que la personnalisation soit parfaite. Il vaut mieux ne rien mettre que de mettre une faute dans le nom, par exemple, ou de se tromper de prénom. Il faut que la personnalisation soit vraiment homogène, soit vraiment parfaite. Attention également à l'objet. Donc en période de fin d'année, comme ça, au niveau de l'objet, l'objet est vraiment primordial. J'avais fait un webinaire là-dessus. L'objet, c'est ce qui va déterminer en 2 ou 3 secondes si l'internaute va ouvrir ou pas le message. Si dans cette période de fin d'année où il y a de plus en plus de mails, où les gens reçoivent beaucoup plus de mails que d'habitude, c'est primordial. Il faut que l'objet vous différencie par rapport aux autres messages. En général, en période de fin d'année, pour du e-commerce, vous pouvez essayer d'énoncer directement le bénéfice du produit dans l'objet, pour donner une incitation à ouvrir. Les enjeux de cette période de fin d'année, de cette augmentation de cadence, du fait que les gens envoient de plus en plus de mails, c'est la désinscription. De plus en plus quand les gens vont recevoir trop de mails, si votre pression commerciale est trop importante, les gens vont avoir tendance à plus se désinscrire que d'habitude. Le problème, c'est que une partie des gens, il y en a à peu près un tiers, 37%, utilisent l'onglet signaler comme spam pour se désinscrire. Donc du coup, en période de fin d'année, il y a un risque d'avoir sa délivrabilité qui baisse. En général, j'avais noté des chiffres, oui, en général, on considère que 0,5% de taux de plainte, c'est correct, voilà, c'est la limite tolérable. J'avais fait un webinaire sur les mécanismes de la délivrabilité, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube. Mais le plus gros fonctionnement à retenir, c'est que les fournisseurs d'accès et de messagerie grand public utilisent principalement les plaintes de leurs internautes pour déterminer si un mail est un spam ou pas. Donc, ils vont pénaliser les messages qui génèrent plus de plaintes. C'est le cas d'Orange, c'est le cas de Hotmail, de Gmail. Alors, en B2C, bien entendu, mais également en B2B, parce qu'il y a de plus en plus de gens, de professionnels qui utilisent ces messageries de manière professionnelle. Derrière beaucoup de mails de société, on a du Gmail, du Google Apps, mais c'est exactement la même technologie. On peut avoir du Hotmail, on peut avoir du Outlook 365, c'est le même genre de technologie. C'est des FAI qui vont se baser sur le nombre de plaintes et qui vont pénaliser les emails, les campagnes qui génèrent trop de plaintes. Et ça a tendance à venir vraiment en premier lieu, à venir vraiment en premier dans le calcul
de la note de spam d'un message. Devant maintenant tout ce qui est structure du message, spam word et équilibre texte-image. Donc sachant ça, c'est vraiment primordial de faire attention avant d'augmenter vraiment sa fréquence d'envoi d'email. Et là, j'ai trouvé une autre étude du SNCD qui montre que les principales raisons d'une désinscription pour des gens qui reçoivent régulièrement une newsletter, c'est l'augmentation de la cadence. La cadence augmente, les gens ont l'impression de recevoir de plus en plus de mails et le taux de désinscription a tendance à augmenter de manière proportionnelle. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là déjà à l'heure actuelle. Donc du coup, je vais vous donner quelques pistes pour essayer de trouver le bon rythme d'envoi, pour essayer de trouver la bonne cadence, pour trouver la bonne façon d'étaler ces envois. Donc déjà, une des premières pistes, c'est de prévoir un calendrier d'envoi à l'avance. Donc là, il y a marqué 3 mois à l'avance. Bon, ça peut être adapté suivant votre activité, mais l'idée, c'est de ne pas décider des envois au fil de l'eau en fonction des produits ou des offres qu'on a à mettre en avant. Il faut essayer de prévoir un calendrier à l'avance et de s'y tenir. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter d'augmenter la pression commerciale de façon soudaine, tout simplement parce que la pression commerciale et la désinscription sont totalement corrélées. Donc, si vous gardez un rythme d'envoi cohérent, si vous gardez un rythme d'envoi qui est stable, vous aurez un taux de désinscription qui va être stable et vous allez préserver votre liste. Donc, il y a pas mal d'indicateurs statistiques qui indiquent si votre pression commerciale est correcte. Il y a un webinaire qu'on a fait sur les statistiques également, que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube. Je vous donnerai le lien tout à l'heure. Donc, en gros, les deux indicateurs, c'est le taux de réactivité et le taux de désinscription. Le taux de réactivité, c'est le nombre de cliqueurs par rapport aux ouvreurs. C'est ce qui marque l'intérêt du message. C'est les gens qui ont ouvert, sont-ils intéressés par votre offre? Et ensuite, le taux de désinscription. Si le taux de désinscription est trop élevé, c'est que votre pression commerciale est trop forte en général, ou que votre mail est mal ciblé. Et en général, si c'est une newsletter qui est régulière, le mail est bien ciblé vu que les gens se sont inscrits. Un des indicateurs à ne pas prendre à la légère, c'est si vous avez plus de désinscrits que de gens qui ont cliqué, le rendement de la campagne est totalement négatif. Ça veut dire que vous avez plus usé votre fichier que ce qui vous a rapporté comme visibilité. Je ne parle même pas de la transformation derrière, voilà, mais il faut absolument que le nombre de gens, de cliqueurs utiles soit plus important que le nombre de désinscrits. Sinon, il faut absolument revoir la cadence d'envoi et puis les offres que vous envoyez. Donc l'idée, c'est de trouver un justificatif qui est valable ou alors faire une demande auprès de vos prospects pour augmenter ou avant d'augmenter la cadence de vos envois. On peut imaginer de demander l'autorisation aux internautes. Donc souvent, on peut avoir une bonne raison d'envoyer plus de mails. On peut très bien demander aux internautes, par exemple, est-ce que vous voulez recevoir, en plus de la newsletter hebdomadaire ou mensuelle, par exemple, nos offres du jour? Les gros sites de e-commerce le font à grande échelle. Ils ont souvent plusieurs newsletters, l'offre du jour, parfois même décomposée en thématiques. On en reparlera après. Ça peut être une bonne solution et utiliser une cadence d'envoi importante uniquement pour les gens qui sont intéressés pour recevoir ces emails et ne pas envoyer à tout le monde. Je vois qu'il y a des questions. Jusqu'à combien de mails commerciaux peut-on envoyer par mois? Alors, ça dépend entièrement de votre activité. Voilà, encore une fois, si vous êtes en B2B sur une activité monothématique, c'est sûr qu'une ou deux fois par mois, c'est pas mal. Sauf si vous avez vraiment du contenu intelligible à envoyer à vos internautes. Par contre, si vous faites du e-commerce très généraliste, comme les gros groupes de e-commerce et que vous avez 50 thématiques, rien ne vous empêche de faire autant de newsletters que de thématiques, plus une newsletter vente flash, par exemple, ou promo. Et ensuite proposer aux gens de s'inscrire de façon indépendante à chaque newsletter. Voilà, pareil pour l'auto ou les chambres d'hôtes, là on est sur du monothématique, donc on va avoir des cadences d'envoi qui sont assez faibles, qui sont de l'ordre de 1 à 2 fois par mois. La façon d'augmenter, c'est de proposer du contenu. Proposer du contenu, ça veut dire faire un mix entre offre et contenu, c'est-à-dire proposer du contenu qui va être intéressant pour les internautes et leur envoyer par email. Ça fait un bon prétexte pour envoyer une newsletter. Donc je pense que pour les marketplaces, ça va être pareil. D'ailleurs, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais plus vous allez émettre de contenu intelligible, plus vous allez apporter de valeur ajoutée à vos lecteurs,
mieux vos newsletters seront perçus, seront reçus. Voilà, il y a une différence entre une newsletter qui propose juste une promo, un code promo et puis un produit, et une newsletter qui va envoyer les actualités de la profession, par exemple, ou du contenu intéressant pour votre cible. Voilà, donc pour en finir sur la fréquence d'envoi, il faut trouver un juste milieu entre le fait de fatiguer d'user sa base et en perdre une partie du coup, et avoir un gain de chiffre d'affaires en période de fin d'année ou quand les cadences d'achat des internautes augmentent. Donc, il faut vraiment s'interroger entre les deux. Est-ce que c'est plus valable d'avoir un chiffre d'affaires très élevé pendant les périodes de forte pression, au risque de perdre des contacts, ou alors de privilégier un chiffre d'affaires plus constant et donc plus important sur le long terme en envoyant régulièrement tout au long de l'année. Pour les marketplaces, donc on en reparlera un petit peu après. Voilà, faut que je regarde un petit peu en détail ce que vous appelez marketplace. Voilà, donc on va parler un petit peu plus de délivrabilité. Donc, au niveau des concepts, donc justifier ses envois. Donc, pour être lu malgré l'augmentation des emails, vous devez trouver une justification. Alors, pour deux raisons, vous allez justifier l'envoi de mail, ça veut dire que l'internaute va mieux le prendre. En gros, il va avoir moins tendance à signaler votre message en spam. Et d'autre part, il y a un mécanisme aussi, mais ça, vous n'y pouvez rien, c'est comme les gens reçoivent plus de mails, déjà ils sont plus énervés, ils ont plus tendance à signaler comme spam, et en plus vous ressortez moins. Voilà, mécaniquement, en gros, une newsletter va avoir un taux d'ouverture un peu plus faible en période de fin d'année, tout simplement parce que les gens reçoivent beaucoup plus de mails. Donc votre mail est noyé dans la masse. On avait trouvé quelques pistes pour essayer de s'en sortir quand même pendant les fêtes de fin d'année. On peut essayer de s'appuyer sur un système de calendrier, par exemple comme le calendrier de l'Avent, où chaque jour il y a une promotion, par exemple, un nouveau produit exclusif pour les fêtes. Donc il y avait un exemple de Toys R Us, on ne l'a pas mis ici. Toys R Us en 2012 avait sollicité les internautes sur sa page Facebook pour qu'ils aiment leur page et remporter un cadeau. Donc en gros, avec une incentive, tout simplement, les taux d'ouverture étaient meilleurs. Là, quand il y a quelque chose à gagner, les internautes sont plus enclins à ouvrir un message, à cliquer dans un message, tout simplement parce qu'il y a un bénéfice à en tirer. Bon, c'est plus valable pour du B2C. Une autre piste, mettre en place une liste spécifique pour les périodes de fin d'année. Un des bons moyens de ne pas perdre trop de contacts en augmentant son taux de désinscription, c'est de prévoir une newsletter, une liste spécifique aux fêtes de fin d'année. Donc avec un désabonnement spécifique. Du coup, les internautes qui se désabonnent à la liste fêtes de fin d'année ou produits de fin d'année ne vont pas se désabonner de vos envois réguliers. Donc voilà, on peut prévoir des pages de désinscription qui sont gérées de manière un peu plus fine. Donc on le voit souvent, c'est voilà, lister les newsletters. Vous êtes abonné à la newsletter du jour, par exemple, à la newsletter produit de fin d'année et à la newsletter thématique mensuelle, et proposer aux gens de se désabonner d'une liste au lieu de se désabonner de tout. Et bien entendu, mettre en bas, peut-être en plus petit, cliquez ici pour ne plus jamais recevoir de messages de notre part. Du coup, une partie des internautes va faire le choix de continuer à recevoir une partie de vos messages. Et comme ça, vous allez pouvoir affiner la cadence, ça veut dire n'envoyer que aux gens qui sont intéressés pour recevoir plus de mails. Donc c'est une alternative qui est assez bénéfique pour votre image. Et voilà, ça vous permet d'une part d'augmenter votre pression commerciale et d'autre part ne pas user votre liste, ne pas perdre trop de contacts. Et en plus, ça montre aux gens que vous êtes à leur écoute et que vous leur offrez plusieurs possibilités. On n'a pas le droit de créer une liste à chaque envoi. Si, alors vous avez au niveau du B2C notamment, quelqu'un qui veut se désinscrire, vous êtes obligé d'honorer sa demande de désinscription, ça c'est clair. Mais par contre, rien ne vous empêche de faire plusieurs listes d'envoi et de gérer une cadence d'envoi différente pour chacune de ces listes. Voilà. Bien entendu, il faut proposer aux gens de se désabonner de la liste ou de ne plus recevoir aucun de vos messages, mais vous leur donnez le choix, il n'y a rien d'illégal. Voilà, il faut que la plateforme de routage le permette, hein, bien sûr, mais il n'y a rien d'illégal à faire ça. Voilà, il faut juste que ce soit clair pour les internautes. Je pense que vous l'avez déjà vu, quand vous désabonnez d'une newsletter,
Parfois, vous arrivez sur une page, vous avez plein de trucs de cocher. Et voilà, vous avez la possibilité d'en décocher ou d'appuyer sur un bouton tout en bas, je ne veux plus rien recevoir. Autre piste pour se distinguer, alors le nom de l'expéditeur et l'objet du message. Donc on a aussi un webinaire là-dessus, mais je vais vous résumer en gros les principales lignes. Il faut être clairement identifiable pour que l'internaute reconnaisse tout de suite qui lui envoie le message. Donc plus vous allez le rassurer, moins il sera tenté de vous mettre directement en spam. Donc c'est aussi préférable de mettre le nom de votre entreprise dans le nom de l'expéditeur. Pour de la prospection, si votre nom d'entreprise n'est pas connu, s'il est peu évocateur, si vous êtes sûr que la plupart des gens ne vous connaîtront pas, vous pouvez aussi préciser le nom de domaine. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple. Voilà, mettre le nom du site, voilà, le nom du site avec le domaine.com ou .fr pour que les gens puissent se remémorer, notamment si vous avez déjà envoyé des mails ou s'ils ont déjà visité votre site. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder le même nom d'expéditeur à chaque envoi. Voilà, pour que les gens s'habituent, c'est un peu le phénomène de la méthode Coué. Les gens vont vous voir, vont être habitués à vous voir. Et du coup, voilà, ils vont être habitués, ils vont avoir de moins en moins tendance à vous signaler comme spam. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se désinscriront pas, mais au moins ils ne signaleront pas comme spam ou moins comme spam un email qu'ils reçoivent, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois depuis plusieurs mois. Au niveau de l'objet, donc les spam words, c'est moins en moins pénalisant, notamment en B2C ou sur des petites entreprises, ou en tout cas des entreprises qui utilisent des FAI grand public. Mais après, c'est une question de bon sens, que les spam words, c'est aussi valable pour les internautes. Ils vont avoir moins tendance à cliquer sur des mails qui ont leurs objets entièrement en majuscules, par exemple, ou des termes un peu trop relatifs à la gratuité, voilà, ou des promotions exceptionnelles, enfin voilà, des choses qui font vraiment réclame. Pareil au niveau de la mise en page. La mise en page, voilà, avec 50 points d'exclamation, les répétitions de mots, les ponctuations à outrance, c'est des choses qui vont pas forcément être moins pénalisantes au niveau des mises en spam de clients messagerie. Par contre, les internautes vont moins cliquer dessus, forcément. Donc, éviter un peu les objets du type voilà, trop générique, bientôt Noël, profitez de nos incroyables promotions, par exemple, ou parce que j'avais noté d'autres. Pour Noël, jusqu'à 50% et livraison gratuite pour vous. Bon, des objets comme ça, ils le verront 50 fois au fait de fin d'année. Au niveau de l'adresse de réponse, évitez les adresses du style no reply, voilà, ou les adresses un peu trop génériques. Voilà, quand c'est trop général, quand les gens voient très bien qu'ils ne peuvent pas répondre, ça fait un petit peu spammer. Une chose primordiale en B2B, on vient de faire des tests là-dessus. Je vous conseille vivement de mettre une adresse de réponse qui est réelle et de lire les réponses. En B2B, il y a beaucoup de gens qui répondent directement en disant « Je suis intéressé par votre offre » ou « Merci de me recontacter ». Même si vous envoyez beaucoup de mails, ça vaut le coup de regarder. Il y a parfois des réponses. Il y a parfois des gens qui demandent des devis qui répondent directement dans le mail. Au niveau de la législation, j'en parlerai à la fin si vous voulez, mais le site de la CNIL est très bien fait là-dessus. Le gros du concept, c'est qu'en B2B, on a le droit de contacter quelqu'un au sujet avec une offre relative à son activité. Par exemple, si je vends du matériel pour les dentistes, j'ai le droit de contacter un dentiste sans lui demander son autorisation pour lui faire une offre. Par contre, c'est hors propos de lui vendre de la défiscalisation, ou enfin, d'essayer de lui vendre de la défiscalisation ou un voyage. En B2C, par contre, c'est le consentement préalable de l'internaute qui prime. Dans les deux cas, de toute façon, il faut que les gens puissent se désinscrire. Donc ensuite, j'avais préparé un petit slide donc, sur l'adresse expéditeur, on en a parlé, sur le ratio texte-image. Donc ça, c'est de moins en moins vrai, mais essayez de mettre quand même un petit peu de texte. Ne faites pas des mails 100% graphiques. Déjà, parce qu'il y a certains mails d'entreprise qui peuvent le pénaliser. Encore, voilà, même si pour les FAI grand public, c'est plus du tout le cas. Et enfin, si les gens bloquent les images, bloquent l'affichage des images, ça leur permet de voir quand même un petit peu de texte et de voir de quoi il en retourne avant de cliquer sur télécharger les images. On peut aussi utiliser le pre-header. Vous regarderez sur YouTube, il y a un webinaire sur le pre-header. C'est un bon moyen d'avoir une petite phrase en plus dans l'objet et en plus d'avoir un petit texte dès que les gens ouvrent le message, même s'ils ne voient pas les images.
Bon, je vais passer ce slide. Ce slide, c'est un exemple de mail arrivé en spam, voilà, 100% graphique. Alors, c'est pas que le mail est mal fait, c'est que si on ne charge pas les images, on voit rien, en fait. On voit que l'objet. On va parler un petit peu plus de la thématique. Donc, les prospects sont à la recherche de produits un peu plus spécifiques que d'habitude pour les événements spéciaux, donc notamment les fêtes de fin d'année. Et ça peut être séduisant de profiter un petit peu de l'effervescence ambiante à ces moments-là et d'essayer d'adopter une stratégie voilà, pour en profiter et donc d'adapter le design à la thématique de l'événement. Donc, je vous ai mis des exemples de notre plateforme emailing où on propose des templates responsives dont certains ont une thématique autour des fêtes de fin d'année. Maintenant, l'enjeu, ça va être que l'on reconnaisse quand même votre entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un challenge, essayer de faire des designs qui respectent votre charte graphique, tout en l'adaptant aux périodes en cours, aux périodes de fin d'année, aux soldes des compagnies. Donc essayez de ne pas trop surcharger vos éléments visuels, parce qu'il faut quand même respecter les règles de la communication, essayer de guider l'œil, guider l'attention vers les appels à l'action. Par contre, vous pouvez essayer de surfer sur la thématique Noël, fin d'année, en adaptant un petit peu votre design. Il y a un truc à tester, c'est les émoticônes. On a fait un article là-dessus, que vous retrouverez sur notre site. Donc l'intérêt, c'est que les émoticônes dans l'objet attirent vraiment l'œil. Voilà, c'est un peu plus convivial, ça peut donner un ton un peu sympa, ça peut augmenter le taux d'ouverture des messages. Il faut juste trouver quelque chose qui est en cohérence avec le sujet et vérifier que l'émoticône qu'on utilise est lisible. Alors, ils sont de plus en plus utilisables. Vous regarderez dans l'article, il y a un tableau de clients messagerie sur lesquels ça passe et sur lesquels ça passe pas. En gros, à part Outlook 2003, ça marche pas mal. Ça marche sur quasiment tous les webmails et sur beaucoup de clients messagerie. En tout cas, ça permet de donner un aspect un petit peu décalé à son email. Ah ben voilà, vous avez mis le tableau ici. Voilà, vous pouvez télécharger le document. Voilà, comme ça, vous aurez le tableau avec les émoticônes. Par contre, si vous allez sur notre article, vous aurez aussi la possibilité de copier-coller des émoticônes pour les mettre dans l'objet de vos messages. L'habillage ne baisse pas le taux d'ouverture car trop lourd. Non, l'habillage ne baisse pas le taux d'ouverture parce que pour voir l'habillage, il faut que les gens ouvrent le message. Alors, s'ils ont ouvert le message, le mail est considéré comme ouvert. Le mail ne va pas être plus lourd parce qu'il y a un habillage. Parce que les images vont être téléchargées de toute façon. Enfin, si vous utilisez une plateforme emailing, les images vont être téléchargées au moment de l'ouverture ou quand l'internaute les débloque. Donc, il n'y aura pas de lourdeur supplémentaire. Voilà, tout ce dont j'ai parlé là au niveau du design et de l'habillage, c'est pour les gens qui ont déjà ouvert. Voilà. Avant l'ouverture, on est sur l'objet de nom d'expéditeur. Une fois que les gens ont ouvert, on est sur le taux de réactivité, sur l'optimisation du taux de réactivité et sur comment faire en sorte que les gens cliquent plus. Voilà, j'ai le lien avec l'article sur les émoticônes. Je vous le mets ici. Et non, Jennifer, l'habillage n'augmente pas le risque de passer en spam. Vous avez le droit de mettre des images dans vos messages. Encore une fois, de plus en plus, voilà, en tout cas en B2C, c'est clair, et en B2B, sur toutes les petites moyennes entreprises qui utilisent des outils communs, type Gmail, Outlook 365 et compagnie, les anti-spam se basent sur les plaintes d'internautes et sur les RBL. Sur les RBL, c'est les listes anti-spam. La construction du message, à moins d'avoir un truc complètement incohérent, ne changera pas grand-chose. Donc, c'est pas le fait d'avoir 10 images de plus qui va vous pénaliser. Bon, par contre, voilà, mettre beaucoup trop lourd sur mobile, c'est sûr qu'il peut être long à charger, mais voilà, ça va se jouer à peu de choses. Pour finir, je vais vous parler un petit peu de la gestion des bases. Donc ça, c'est assez important. Si vous n'envoyez pas régulièrement des emails, pensez à nettoyer à l'avance vos bases. Le nettoyage des bases, normalement, c'est quelque chose qui doit se faire quotidiennement. Donc si vous faites peu d'envois, essayez de le prévoir à l'avance, surtout si vous prévoyez beaucoup d'envois avant les fêtes de fin d'année. Donc ça peut passer par un email de tri, un email sur l'ensemble de votre base qui va vous permettre de dégager vos NPAI, vos mauvaises adresses et de réactiver les inactifs. Donc ça, il faut le faire bien à l'avance, en général 1 ou 2 mois avant les fêtes de fin d'année, avant que ce soit la Covid. Il faut que le traitement des NPI hard soit totalement automatisé. Donc ça, sur une plateforme emailing, c'est le cas. Nous, c'est le cas.
Alors, pourquoi? Parce que c'est pareil que pour les plaintes, la plupart des fournisseurs d'accès vont aussi se baser là-dessus. Ça veut dire que faut se mettre à la place d'un fournisseur d'accès, un mail qui a 10% de NPAI, c'est qu'il y a eu un problème lors de la collecte. Et ils vont avoir tendance à pénaliser la campagne. Le plus fort là-dedans, c'est Hotmail. Ils sont capables de définir une qualité quasiment en temps réel lorsqu'ils reçoivent une campagne. Donc, vous devez gérer les désabonnés, vous devez gérer les désinscrits, mis à part le fait d'économiser de l'argent voilà, en évitant de les router à chaque fois. Vous allez vraiment augmenter votre délivrabilité à le gérer de manière correcte. Il y a une stratégie qui est assez bonne là-dessus, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est de garder les cadences d'envoi importantes pour la crème de sa liste, ça veut dire les actifs, les gens qui ont été actifs il y a moins de 6 mois par exemple, et de prévoir un mail de réactivation, ce qu'on appelle un mail de réactivation à des intervalles moins fréquents. Donc, par exemple tous les 3 à 6 mois, où ces mails de réactivation, donc avec une offre si possible assez alléchante, vont servir à réactiver des gens, à régénérer des nouveaux actifs pour remplacer les désinscrits que vous auriez eus lors de vos mails habituels. Il y a un double gain à faire ça, c'est déjà vous payez moins cher, vous envoyez moins, et vous avez un gain au niveau des livrabilités, puisque la qualité de votre base va être, pour vos envois habituels, va être largement au-dessus de la qualité globale de votre base. Donc, je vous conseille vraiment d'exclure les inactifs qui ne réagissent pas à vos mails, voilà, de les exclure des prochains envois, en tout cas des envois réguliers, et de ne leur proposer que les offres vraiment attrayantes pour essayer de les réactiver une fois de temps en temps. Au niveau des tri des inactifs, donc ça peut se faire automatiquement sur notre plateforme, c'est le cas. On a un outil de segmentation qui est assez puissant pour ça. Et sinon, si vous envoyez vraiment des mails très régulièrement, j'en parlais tout à l'heure, vous pouvez essayer de faire de la segmentation par liste. Voilà, faire des listes avec différents centres d'intérêt, faire des listes avec différents types d'offres. Par exemple, faire une liste pour les ventes flash quotidiennes. Et voilà, et ne l'envoyer qu'aux gens qui sont d'accord pour recevoir des mails tous les jours. Et surtout, basez-vous sur, apprenez de vos campagnes, essayez de regarder qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui fait que les gens cliquent, qu'est-ce qui fait que les gens ouvrent, pour essayer de toujours cibler mieux vos campagnes. Donc, regardez notre webinaire sur les stats, on parle de ça, voilà, c'est comment apprendre au fur et à mesure de ces campagnes pour essayer d'augmenter ses résultats. Voilà, vous pouvez, si vous avez une analyse assez fine de vos campagnes, vous pouvez savoir quel produit a bien marché si vous en proposez plusieurs. Je vois qu'il y a une question, au bout de X mails non lus, non cliqués, quelles règles de gestion appliquer pour les qualifier, éviter d'exclure trop de contacts? Moi, en général, hormis, c'est affiné suivant les activités, mais je pense que quelqu'un qui a ni ouvert ni cliqué pendant 6 mois sur une mono-thématique, sur une thématique unique, il n'ouvrira jamais. Voilà, il n'ouvrira jamais, ou en tout cas pas tout de suite, c'est quelqu'un qui peut être mis de côté. Les statistiques dont je parle, c'est notre webinaire sur les statistiques. Vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien. Enfin, sinon, pour essayer d'optimiser vos envois, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le marketing automation. C'est le fait d'automatiser son marketing. Donc, sur notre plateforme, c'est concrétisé de deux façons. Donc, d'une part, des scénarios pour envoyer des séquences d'envoi aux gens qui s'inscrivent, envoyer plusieurs mails aux gens qui s'inscrivent avec différentes offres et puis un petit scénario de communication. Et l'autre système, c'est les relances automatiques. Par exemple, relancer automatiquement les non-ouvreurs d'une campagne au bout de 2 semaines, ou bien relancer automatiquement avec un autre message les gens qui auraient cliqué sur un lien bien spécifique et le faire 48 ou 72 heures après. Ça permet d'augmenter un petit peu les taux, les rendements de ces campagnes. Voilà, donc je vous mets le lien vers notre chaîne YouTube. Je l'ai préparé ici. Donc ça, c'est le lien vers l'ensemble. Hop, voilà. Donc ça, on en a parlé. Voilà, donc on arrive à la fin. J'espère que le webinaire vous a plu. Je vous ai mis un lien vers notre plateforme pour ouvrir un compte de démo. Ça vous permettra de tester un petit peu comment on fonctionne, de tester nos différents modules. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus, remplir le formulaire et ça vous permettra de tester notre plateforme sur des envois réels pendant une dizaine de jours.
Alors, si vous avez une activité spécifique qui nécessite d'envoyer plus d'envois que ce qui est proposé, n'hésitez pas à nous appeler. Donc on est assez accessible, là. C'est comme le support technique qui est disponible par email et par téléphone. On est assez accessible. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez faire une campagne test et voir un petit peu comment on fonctionne. Tout ce dont on parle pendant nos webinaires, c'est des choses qui existent sur la plateforme. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, quand je parle de segmentation, d'analyse des statistiques ou de marketing automation, c'est qu'on a les modules associés sur la plateforme, ce qui est possible de le faire avec.